je pense qu'on va commencer parce qu'après il sera tard. Puis ça va peut-être faire venir les uns et les autres. Donc c'est à moi que revient cette joie d'introduire cette conférence. Un truc qui m'éblouit. Donc de Bradley Klingerman, qui est américain, et de Jamil Medaoui, qui est alsacien. Tous les deux sont architectes et c'est important de le dire parce qu'on ne sera peut-être pas tout à fait sûr jusqu'au bout, et enseignants. Et donc, en fait, cette conférence, je connais Jamil depuis fort longtemps, et quand on discutait sur le sujet, enfin sur qu'est-ce que la programmation des journées de l'architecture autour du thème de la métamorphose, en ayant retrouvé Jamil et ayant un petit peu discuté de son travail, je n'ai pas tout à fait compris, et donc je suis bien content que cette conférence ait lieu pour que je comprenne tout. En tout cas, j'ai compris qu'il s'intéressait d'assez près sur les sujets de transformation, de modification, en tout cas de la matière. Tout ça avec des outils informatiques et des logiciels 3D assez très contemporains, on va dire. Et donc ça me paraissait être en tout cas une entrée par rapport à toute la thématique de la métamorphose qui était déroulée dans le cadre, et qui est encore la semaine prochaine, dans le cadre des journées de l'architecture, en tout cas un éclairage sur le sujet très particulier et très intéressant. Donc j'espère que tout à l'heure on en saura un peu plus, et puis je vous laisse la parole.
Bonjour, alors je m'appelle Jamil Medaoui, je suis architecte, je suis d'ailleurs sorti de cette école. Je suis par ailleurs Bounty Gandini dans les mondes virtuels. Nous présentons ce soir le projet Céramique au cours d'une conférence pour deux voix et un ordinateur. Au cours de cette conférence, nous définirons le cadre général dans lequel Brad et moi évoluons, le contexte particulier du projet Céramique, que nous décortiquerons, déconstruirons à l'aune de nos autres projets. Et moi, je m'appelle Brad Clearman. D'abord, je veux commencer par de remercier la Maison de l'Architecture européenne de l'Architecture et puis de nous avoir invités pendant cette journée de l'architecture, ou mois de l'architecture, je ne suis pas sûr. Et puis, je trouve que c'est vraiment moi qui dois vous remercier parce que c'est la première fois, après presque 20 ans en France, que je visite Strasbourg. Donc, ça m'a fait super plaisir. Je me présente rapidement. Je vais d'abord me présenter rapidement et après présenter notre association Building with the Materials avant de rentrer dans le projet céramique. Moi j'ai étudié l'urbanisme à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Après j'ai fait un master d'architecture à Pratt Institute à Brooklyn. Avant de travailler chez Skidmore, Owens & Merrill, qui m'a fait... je trace ça parce que je pense que ça a quelque chose à voir avec notre association. En travaillant chez Skidmore, Owens & Merrill, qui était en train de faire un projet, on était en train de faire un projet pour IBM, un projet à la fois pour les bâtiments, mais aussi pour le développement des logiciels, qui était quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Donc, je suis passé du bâtiment à le développement de logiciels pour Skidmore, Owens & Merrill, une grande société américaine d'architecture, et IBM, une autre grande société d'informatique américaine. Et puis, avant une opportunité de travailler chez la NASA, pour le National Aeronautics and Space Administration, m'a présenté grâce à le fait que j'étais plus ou moins jeune architecte et puis je savais comment programmer, au moins travailler en 3D avec les ordinateurs. Donc ça c'était pour un concours de 3 ans pour la Station spatiale internationale que malheureusement on est perdu. C'était mon premier concours perdu. Et puis le prochain c'était quand je suis arrivé en France. Et là il vient une bonne série. Mais c'était plutôt, et après qu'on a perdu cette concours, j'ai eu l'opportunité, ou un peu l'envie de développer un logiciel que j'ai fait. C'était un premier start-up avant que le mot start-up était très très connu. Ce logiciel était éventuellement vendu à Autodesk et intégré dans AutoCAD, qui m'a permis de venir en France. Voilà. J'ai enseigné pendant 6 ans à l'école d'architecture à Marne-la-Vallée, où j'ai démarré, au début de l'école, où j'ai démarré la cellule numérique. Et puis ensuite, je suis passé à l'école Paris-Malaquais, où j'ai enseigné le projet en 3e et 5e année. Donc, le thème, en fait, pour mon parcours, et donc là, je vais vers notre parcours, s'appelait Building with the Materials, et plutôt une convergence entre la science ou les technologies, l'innovation, le numérique, le digital, et puis l'architecture, l'espace, et éventuellement le paysage et l'art. Cette convergence est quelque part où cette convergence est où on essaie d'innover, où on essaie de trouver comment exister en tant qu'architecte dans cette convergence. Et puis notre association Building with the Materials était une démarche pour continuer la recherche que je faisais à l'école, que je faisais avant, en essayant de professionnaliser cette recherche
de la convergence numérique, science et architecture, et surtout de trouver les situations où cette recherche va être confrontée à la réalité. Ces réalités, enfin ça s'appelait un projet, ces réalités qu'on avait trouvées étaient des projets pour le développement des data centers, pour le développeur de data center mondial Digital Reality Trust. C'était des centres de recherche pour de sciences et médicales aux États-Unis. C'était des showrooms autant que les jeux vidéo et puis le développement de logiciels. On va avoir un peu de ça pendant les prochaines 50 minutes qui se déroulent. Et puis avec les projets qu'on avait déjà fait, qu'on va voir plutôt en image, on va voir ce projet céramique. Nous ne sommes pas appelés céramique. Céramique est un projet qu'on a un peu démarré pour lancer cette conférence, je peux dire. Donc, ce qu'on va voir, ce n'est pas des images de céramique parce que ça existe à peine, mais plutôt le processus, et ce processus qui existe dans une plateforme 3D qu'on va présenter. Et puis, pour finir, le projet sur lequel on travaille actuellement c'est plutôt une démarche entrepreneuriale, un autre start-up qui cherche en profiter de cette d'innover dans l'espace convergence entre l'impression 3D, les imprimantes 3D et la mobilité. Donc, traditionnellement, les outils de conception de l'architecture sont des outils de représentation. Plan, coupe, élévation. Le dessin représente, encode notre conception et la rend transmissible, l'inscrit dans le processus de production de l'architecture, pour aller vite. Ces outils ont été conçus pour représenter la matière concrète, la conception de nos projets, de par le fait qu'ils se développent dans un espace complexifié entre virtuel, réel et concret, ne peut se contenter de ces outils et est amené à en développer de nouveau. Alors je voudrais présenter un projet, c'est le projet EGM pour espace génétiquement modifié. Et le projet EGM est un projet d'installer une onde dans la lagune de Venise. En installant une onde électromagnétique dans la lagune de Venise, nous mettons en place une structure nouvelle, hétérogène et non finie, peu sensible aux effets du poids, mais une structure fragile dont le comportement sera lié aux manifestations du milieu, bâti, non bâti, mais aussi aux conditions météorologiques, au mouvement des marées, au cycle lunaire et encore aux activités humaines, au mouvement des bateaux dans la lagune par exemple. Cette couche, support d'information dont la nature est à la fois artificielle et intrinsèquement liée à la lagune, est une onde qualitative. La couleur, ou qualité atmosphérique véhiculée par cette onde, est produite par une machine logicielle, ou plutôt un ensemble de machines développées à partir d'une base de données, un stream, une intelligence artificielle et un broadcast. La base de données est une base de données à plusieurs entrées, des données écologiques, de chaleur, vent, eau, liées à la lagune, des données territoriales, géolocalisées à base de capture GPS, mais aussi de la peinture, des textes, des sons, de la vidéo. Un stream qui agence ces données, les met en relation et les distribue à une intelligence artificielle de type ANN, Artificial Neural Network. Cette intelligence artificielle synthétise cette intelligence et fabrique une couleur. Et le broadcast transmet cette couleur dans la lagune. EGM est le projet d'un espace architectural singulier qui, comme tout espace construit, implique sous-bassement une armature bien précise de dispositifs et de machines techniques, un espace architectural dont la fondation est une architecture de système. Les diagrammes décrivent et produisent cette architecture. Autant que les technologies appliquées, hardware, software, langage, code, les diagrammes des machines et de processeurs, input, output, ANN, database, serveur,
érige le socle du projet, dessine les conditions de possibilité pour l'engendrement d'un espace nouveau, l'espace EGM. L'architecture du système se décline ici dans une série de diagrammes de réseau spécifiés chacun selon leur fonction, leur composition, leur agencement. Ces diagrammes de réseau expriment des agencements machiniques, machines de projet, et des agencements processuels, processus de projet, capture, broadcast, calcul. À partir de leur option spécifique, autant les diagrammes des machines que ceux des processus donnent toujours une vision d'ensemble, c'est-à-dire une représentation synchrone de l'architecture, du système, des conditions matérielles du projet. Céramique, pour en revenir à notre projet, que nous présentons ce soir, est une recherche projet parce que son objet est un projet, qui vise à l'élaboration d'un processus impliquant un matériau, une action, une transformation. Fabrication d'un objet au moyen d'une machine se déployant dans une réalité à 3 composantes, virtuelles, abstraites et concrètes. Mais aussi un projet recherche, parce qu'elle aborde la démarche de projet comme recherche, confrontant le projet aux mutations technologiques, économiques, politiques, sociales en cours, et bien que par-delà le projet concret que l'on développe comme sujet de recherche, notre travail permet de questionner le projet comme pensée expérimentation. Céramique questionne, sonde, explore les rapports entre matière et immatière, réel et virtuel, cherchant dans la transmatérialisation à inventer un pont entre ces dimensions non connexes. La transmatérialisation, c'est une notion que nous nous approprions, que nous détournons, un peu comme beaucoup de notions ici. Elle désigne une substitution d'un matériau par un autre, généralement plus léger. Par exemple, la substitution de la fibre optique, la substitution des fils de cuivre par la fibre optique. Céramique focalise radicalement autour des questions de process, des questions de prototypage, de machines virtuelles et concrètes, et développe ses outils de projet et ses machines. On démarre un projet par la fabrication de ces outils. Ça peut être quelque chose aussi simple que on démarre un logiciel, quoi. Mais même ce choix-là n'est pas neutre. Souvent, quand je démarre un nouveau projet, je peux tout simplement changer le logiciel. Normalement, moi, je travaille avec un logiciel de 3D qui s'appelait Rhino, et puis avec Grasshopper. Mais aussi, on peut travailler avec AutoCAD, 3D Max, Maya, etc., etc. C'est tous ils sont plus que des logiciels, c'est des plateformes. Ils font plus que de simplement nous permettre de dessiner numériquement un objet, un espace, mais nous permettre de activer, mettre en mouvement des choses pour pouvoir générer puis agencer des espaces et des formes. Pour céramique, on a pris le choix de travailler avec un logiciel qui s'appelait Blender. Je parle de ça parce que c'est pas forcément un logiciel d'architecture. C'est pas aussi précis pour faire un projet. C'est pas aussi précis que SolidWorks. Mais c'est un logiciel intéressant parce que ça marche à travers des plateformes, ça marche sur OS X, sur Mac, Linux et Windows. Et puis c'est aussi un logiciel open source qui est avec une communauté et en plein développement. Ça nous intéressait d'abord d'explorer ces logiciels et puis voir où ça peut nous amener dans ces projets. Donc, ah oui, ça marche. Là, on est dans l'interface de Blender. Et puis, je vais voir comment ça marche. Donc, là, j'essaie de montrer, pas en animation, mais en travaillant avec le logiciel. Donc, bon, si ça plante, ça plante. Des bases, en fait, c'est un diagramme en mouvement.
de comment fonctionne céramique. Donc ça commence avec, d'abord on voulait mettre en place une machine de morphing ou de transformation entre une forme et une autre. Donc on voit là comment on arrive à transformer étape par étape entre ces formes primitives, ces formes très basiques. Et puis, mais ça c'est des situations très simples, c'est bien loin de l'architecture, même loin de jeux vidéo. Donc là, je peux commencer à complexifier la situation en ajoutant les formes, en ajoutant les interactions, les réactions. Et puis, en plus, en ajoutant le fait que les choses peuvent sortir du système et le fait que ce qui est produit, la matière qui est produite, peut même commencer à modifier les outils. Donc, même ce qui est produit là, d'abord, si je lance ça 100 fois, ça va donner 100 fois choses différentes. Avec des mouvements dans l'espace qui commencent à former et déformer ces formes. Et puis, finalement, on arrive on commence à pouvoir inscrire les forces du site à partir de ces mouvements entre ces formes primitives. Et tout ça sert simplement comme un modèle. Je vais définir feedback comme une réaction de retour qui va par la suite modifier le modèle, modifier l'outil, et puis pour générer justement un outil qui est intelligent, qui apprenne du travail et de travail en matière que nous sommes en train de faire. Donc voilà, à partir un peu comme un jeu vidéo, on appelle ça même, on peut dire, c'est la ludification, de rendre ludique ces logiciels, ou cette mise en jeu architecturale pour justement créer ou générer une situation. Donc, si ça marche. Pour un peu mettre ça en contexte, on arrive. Voilà. Donc, j'ai parlé un peu des diagrammes. Évidemment, ça c'est des diagrammes d'un logiciel qui s'appelait Rhino, Rhino avec son interface de paramétrique s'appelait Grasshopper. Et donc, c'est un type d'un diagramme qui à la fois nous montrait une structure, on peut dire, montre l'organisation du projet, mais aussi est un diagramme actif, parce que quand on commence à bouger ou travailler avec les données mises dans cette description Grasshopper, ça commence à produire des choses et on peut commencer à générer une array ou un réseau d'objets ou d'espace. Donc ça c'est un type de diagramme. Un autre type avec lequel on travaille. Oui, ça marche. Là, c'est un autre type de diagramme fait avec un logiciel on prend ce qui est très loin de l'architecture de VG ou vidéo DJ, vidéo DJ, de mixage de vidéo. Et ça, c'était fait pour un projet à Venise, mis dans le Biennale de Venise, où justement votre droite, où on voit une peinture de Tiepolo sur un toit à Venise, qu'on arrivait dans une certaine manière, modifier à travers cette mise en réseau avec ce logiciel. Le logiciel est appelé Pure Data. Et puis avec ce logiciel très basique de mixage de vidéo, on arrivait dans une certaine manière, activer cette peinture de Tiepolo. Donc un autre type de diagramme. Là, c'est un autre diagramme qu'on utilisait pour démarrer un travail sur un data center. Digital Reality Trust avait des données
sur les besoins dans un data center par rapport à les réseaux, l'énergie, les chauffages et déchauffages des salles de calcul. Nous avons utilisé ce même diagramme pour essayer d'abord ordonner ces données pour qu'ils soient lisibles. Donc un autre type de diagramme, l'un qui n'est pas forcément actif, qui génère pas du tout directement l'architecture, mais quand on commençait à vouloir démontrer comment ce qui est applicable par rapport à la mise en place de cet data center sur l'un à la défense, celui en haut à la Défense et celui en bas à Villeneuve-le-Roi dans le banlieue parisien, on pouvait commencer à vraiment placer avec ces données et ces diagrammes où se passent les arrivées d'énergie, les arrivées de réseau et comment les choses commencent à s'organiser sur le site. Donc un autre type de diagramme. Et peut-être le quatrième type de diagramme qu'on utilise est plutôt les diagrammes de communication. Mais aussi des diagrammes de travail. Ça, c'était pour un jeu vidéo, un jeu online, un jeu ludique où on commençait à définir les gameplays ou le flou des données dans ce jeu. Par la suite, ça va arriver, communiquer les différents niveaux de jeu entre de gouverner, de construire, d'habiter, etc., etc. Donc là, on voit les niveaux qui montent. Et puis finalement, de pouvoir commencer à décrire comment ces différents niveaux de jeu et tout ça se mettre ensemble pour créer une expérience immersive, une expérience spatiale, une expérience online pour avoir l'expérience de ce jeu.
Donc ce machinima, cette vidéo qu'on vient de voir, est un machinima pour vidéo qui est tourné depuis les mondes virtuels ou depuis les mondes des jeux. Donc ce machinima a été tourné depuis une SIM d'un serveur de Second Life que nous avons développé pour des curateurs mexicains, un groupe de curateurs mexicains, Lab 060. Les images captées sont des images de l'île virtuelle auxquelles se superposent des images d'une interface de type HUD. Le HUD diffuse des images depuis une base de données embedded. Okay. Cette île sur laquelle que nous avons développée avec Bradley, à partir de laquelle nous avons mis en place le gameplay dont on parlait tout à l'heure, nous a aussi servi à développer un projet que nous appelons Third Island, et qui est un projet qui questionne le rapport du virtuel au réel. Third Island est une machine métaverselle pour la génération d'images réelles issues de mondes virtuels. Une atmosphère unique qui peut être vue depuis le monde réel, mais aussi depuis les mondes virtuels, accessibles à son propriétaire. Cette œuvre de mixed reality peut être produite par la plupart des ordinateurs personnels. 4 modules logiciels coordonnés par le biais d'une interface intuitive sont utilisés pour contrôler Third Island. Third Island est composé de Third Avatar, Third Space, Third Eye et Third Device. Third Avatar est à la fois votre présence et votre point de vue sur Third Island. Third Avatar est une caméra pour découvrir l'étendue spatiale et la profondeur graphique. Un Third Avatar est votre corps interactif comme résident dans un monde virtuel et votre identité active comme possesseur de l'œuvre. Il est votre agent unique et intelligent pour actionner les effets des réseaux des métaverses. Third Space est une infrastructure développée in-world qui génère des atmosphères spatiales et graphiques. Third Space est un cube d'espace immergé, in-world, de 75 mètres de côté, dédié et possédé par l'acquéreur de Third Island. Third Space contient les objets, textures, matériaux, lumière et effets nécessaires pour générer l'atmosphère, les dispositifs nécessaires, caméras, mouvements, scripts pour automatiser la génération des images, le contrôle pour modifier les atmosphères, heures, météorologie. Third Eye est une interface écran qui incorpore et agrège les logiciels nécessaires pour accéder et contrôler les paramètres aussi bien de l'avatar que de l'espace, basés sur le client utilisé pour accéder à Second Life et sa communauté virtuelle. Third Device est un petit cube installé dans chaque atmosphère. C'est la semence qui détermine les qualités initiales et l'évolution dynamique de l'atmosphère spatiale. Un dense et intense média écosystème, un territoire mutant de sensations hybrides et immatérielles, causées par des transformations dynamiques et non préméditées. Ce cube contient les codes essentiels pour la définition des paramètres physiques et matériels de chaque atmosphère et contrôle leur évolution selon une logique algorithmique qui se déroule dans le temps et dans l'espace. L'objet est aussi transformé, évoluant d'une primitive inanimée vers une forme sculptée, expression de l'évolution de l'espace. Les transformations progressives de Third Space sont à la fois activées par ce cube et captées par ce cube et représentées et fabriquent la plasticité de Third Device. Après 3 ans d'évolution, Third Space est remplacé par Third Device en plein essor. Le processus de Third Island culmine comme expression de potentiel technique de notre époque par la transformation de l'immatériel en matériel, du virtuel en physique, la transformation d'une atmosphère dynamique et instable en un objet physique et stable. L'achèvement ultime de l'œuvre est la fabrication de l'objet modélisé, Third Device, par une imprimante 3D connectée au réseau et sa livraison.
On va parler de ce qu'on appelle une plateforme. On peut dire c'est la densification et la complexification des machines qu'on avait montrées. Cette plateforme était un projet en commande par la ville portuaire de Long Beach pour essayer de découvrir en termes d'espace et de territoire qu'est-ce qui est générique ou en commun à tous les ports, à toutes les villes portuaires, que ce soit Le Havre ou Liverpool. Et puis, donc là, on commence à voir la mise en place des mêmes moyens de diagrammes. Donc là, on essaie de à la fois questionner et proposer des nouveaux modes d'analyse et puis de production contemporaine pour créer des projets à des différentes échelles. Donc là, on voit un diagramme avec les différentes composantes d'une ville portuaire. Et là, c'est un premier pas vers, basé sur l'hypothèse suivante. On voulait construire un dispositif numérique et analogique, physique et virtuel, capable de simuler et de révéler des territoires, grosso modo d'écrire, de lire et d'écrire les territoires. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de commencer à décrire tout ce qui existait dans cette ville portuaire et puis trouver une langue complémentaire pour pouvoir commencer à créer des computations, de combiner des éléments, de pouvoir combiner un bateau, ou le placement des bateaux avec le placement des entrepôts. Comment faire ça dans le cadre d'un logiciel de calcul. Donc on commençait à définir les typologies et des standards. Toutes les choses avaient une qualité, une quantité et une position ou localisation dans l'espace. Et donc de pouvoir créer une langue de computation pour que n'importe lequel port dans n'importe quelle ville pouvait commencer à utiliser ça pour d'abord créer ou générer les plans de densité et d'usage sur le sol. Là, c'est l'image d'un diagramme qui commence à définir à la fois le sol, le ciel, et puis une semblance du bâti, ou de structure de bâti entre les deux. Et puis là, on commence à voir comment on peut mettre en place ces réseaux et puis générer des possibilités basées sur les contraintes et des contextes différents de l'édifice avec des usages précis. Donc, bref, on essaie de mettre en place des règles simples pour générer des situations qui sont à la base et évidemment très complexes. Donc, une étude de cas de la confrontation d'un métier avec des évolutions technologiques. Dans le cadre du dentiste, après l'arrivée de l'imagerie numérique, l'impression 3D, nous allons parler, qui est très en rapport avec céramique, est une nouvelle révolution qui s'annonce et qui est en train de transformer la dentisterie. Les chirurgiens dentistes font figure d'utilisateurs privilégiés en termes
Et à terme, il sera possible d'imprimer couronnes et prothèses dentaires adaptables au centième de millimètre. Fini l'empreinte en alginate ou en silicone, l'empreinte optique ultra précise sera directement imprimée. Le scanner plus aisé et plus rapide remplace la prise d'empreinte. Les résultats sont plus exacts. Le développement de logiciels de modélisation spécifiques basés sur des captures numériques transforme, si ce n'est remplace, l'acte du prothésiste. Le prototypage est particulièrement facile et efficace. Les épreuves finales pourront être produites directement et seront de bien meilleure qualité. Dans le cadre de la dentisterie, ces évolutions technologiques, du fait qu'elles s'insèrent naturellement dans le processus de production, produisent des changements rapides, générant gains de temps, d'économie et d'argent. Donc ça va se mettre en place très facilement. Mais qu'en est-il de l'architecture ? Le pavillon de soie, comme on voit ici, est un projet expérimental mené par Mediated Matter de MIT à Boston. Il explore la relation entre digital et fabrication biologique sur un objet d'échelle et de nature architecturale, un dôme géodésique. Basé sur une simplification du dôme, la structure de base est composée de 26 panneaux polygonaux en fil de soie déposés par une machine CNC, inspirée de la capacité des vers à soie à générer des cocons 3D à partir d'un seul fil de soie d'1 kilomètre de long. Les effets de lumière recherchés ont défini la distribution du fil sur la surface structurelle primaire. La course du soleil à un moment donné de l'année a défini la position, la taille, la densité des ouvertures afin d'empêcher les rayons du soleil d'entrer par le sud et l'est, ainsi que de créer des puits de lumière. La géométrie globale du pavillon a été générée par un algorithme qui distribue un fil unique à travers les différents morceaux, produisant des densités variables. Un essaim de 6500 vers à soie a été placé sur le bord inférieur de la structure de non tissé mise en place afin de renforcer les liens entre les fils installés par la machine CNC. La variation générale de densité a été produite par des vers à soie déployés comme une imprimante biologique pour la création d'une structure secondaire. Affectée aux conditions spatiales et environnementales, densité géométrique, variation de lumière et de chaleur, il est apparu que les vers migraient vers les zones plus sombres et plus denses. En parallèle, était observée la capacité à utiliser le ver à soie comme entité à même de calculer les organisations matérielles différentes. Des études ont porté sur la génération de non tissés par les vers à soie appliquée à la génération computationnelle de surfaces non tissées. Les vers à soie ont été retirés du chantier au cours de la métamorphose. Les papillons qui en sont issus peuvent produire 1,5 million d'œufs de verre, soit potentiellement 250 pavillons de plus. Ces deux exemples illustrent l'émergence de nouveaux workflows intégrant ces évolutions technologiques dans notre vie courante aussi. Aujourd'hui, dans votre cuisine, vous pouvez facilement scanner avec la Kinect de votre enfant, une machine développée par Windows pour les jeux vidéo, pour sa plateforme Xbox, et détournée par des communautés de gamers et d'artistes, 100 €. Vous pouvez numériser votre grand-mère pour 0 €, en faire une maquette 3D imprimable sur l'ordinateur de la maison, 600 €, et la reproduire en plastique dans un format global de 20 cm par 20 cm par 20 cm, avec une imprimante de type RepRap que vous partagez avec votre voisin bricoleur, 700 €. Associé à la numérisation, conversion de l'analogique en digital qui est totalement intégrée à notre vie,
Le développement du processus de conversion du numérique vers l'analogique, dont l'impression 3D est un acte majeur, provoque une nouvelle convergence de la matière et du virtuel. C'est dans ce contexte que se développe le projet Céramique. Pourquoi on s'est intéressé à une céramique? Si on reprend la définition de la céramique, une céramique est un article ayant un corps solide à température ambiante, vitrifié ou non, de structure cristalline ou partiellement cristalline, dont le corps est formé de substances essentiellement inorganiques et non métalliques, qui est formé et porté à maturité, et en même temps, ou ultérieurement, par l'action de la chaleur. Une céramique est un objet répondant à une définition à la fois précise, mais ouverte. Et je pense que c'est ça qui est notre porte d'entrée. Plusieurs points. Il n'y a pas d'âge de la céramique, comme il y a eu l'âge du fer, l'âge du bronze. Une céramique désigne à la fois la Vénus de Voynich, dont la datation la situe entre 25 et 29 000 ans avant notre ère, que les filtres à particules de nos moteurs diesel. L'artiste espagnol Miquel Barceló dit « La céramique est tellement vieux que c'est moderne. On en fait des composants de navettes spatiales, des couteaux, des prothèses. L'iPad aussi est une forme de céramique. » C'est une première chose. La céramique est à la fois art et technique. La céramique est le premier art du feu, avant la métallurgie, avant le verre. À l'origine, c'est l'art de façonner l'argile, d'en fixer les formes par la cuisson. Il n'y a pas de technique propre à la céramique. Ce n'est pas un modèle darwinien dans le sens que les évolutions technologiques ne supplantent pas les précédentes, mais ouvrent de nouvelles branches de production. Picasso utilisait une technique primitive de céramique. La production est aussi bien artisanale qu'industrielle. La céramique est adaptable au processus de l'impression 3D. Il y a aujourd'hui des designers qui travaillent avec des machines bricolées. Il y a des industriels qui proposent des reproductions en céramique, des plateformes comme Shapeways qui vous proposent des reproductions en céramique. Et il y a des machines qui produisent, qui impriment de la céramique de qualité industrielle. La céramique est obtenue par façonnage, qui est une notion de temps réel, compatible à notre approche computationnelle. Et une dernière chose, depuis la fin du XIXe siècle, il existe des céramiques parlantes qui se caractérisent par l'emploi de textes ou de décors dans les illustrations associées. Donc, pour activer mes verres de soie, dans le contexte de céramique, pourquoi ça ne marche pas? On a commencé avec une boîte qui, pour des processus, qu'on explose et qu'on commence à distribuer dans l'espace et qui cherche ces verres de soie. Verres à soie. Donc, voici notre fragment, votre partie de boîte distribuée dans l'espace qui sont des parties concrètes, qui sont des parties pas dynamiques. Et donc, des verres à soie commencent à être des choses donc en plan, en élévation et en coupe et en coupe transversale, qui commencent par des processus différents, cherchent de former et informer cette structure. Donc,
on peut dire ces particules, ces formes sont des vers à soi, mais qui sont dans une manière un peu plus intelligente, pas chacun, mais en tant que, comment dire, en tant que tribe, quoi, en tant qu'ensemble, ils commencent à trouver comment s'organiser pour qu'à n'importe quelle instance, ayant donné un cas spécifique, on peut commencer à définir ou identifier des configurations ou des agencements de l'espace qui convient à la situation donnée. La question va se poser comment pourrait-on peut jamais moi, peut-on en général en tant qu'architecte commencer à pousser cette démarche vers ce qu'on peut commencer à faire avec la fabrication numérique qui, dès que cette simulation va au bout, on va commencer à adresser. Donc là, on voit l'arrivée des forces externes, que ce soit le météo, que ce soit le terrain. Ça commence à faire bouger autrement. Donc ça part vers l'extérieur, ces petites vers à soi ou ces petites particules. Et donc à chaque fois qu'on change, on pense qu'on a une situation spatiale assez simple, mais à chaque fois qu'on introduit un autre donnée, ou une autre condition, ou un autre usage, ou une autre échelle, ça commence à changer son agencement et son configuration. Donc c'est moi qui dois, je crois que c'est moi qui dois faire ça parce que voilà, parfait. Donc cette façon de commencer à distribuer les choses dans l'espace me rappelle aussi, là c'est parmi d'autres projets, un projet fait en Italie dans les années 60, vraiment 70, où on voit similairement un réseau qui est établi et après un besoin de occuper ces réseaux par les densifications et les mises en situation de ces modules d'habitation. Là, c'est un projet qui se passe à New York où à votre gauche, non, à votre droite, on voit le Brooklyn Bridge et la façon que cette structure devient une continuité de cette mégastructure new-yorkaise. Donc, c'est un peu cette mise en situation qu'on cherche avec ces machines qu'on essaie de construire pour céramique en Blender. Ce qui définit une céramique est avant tout sa production, son processus de fabrication, l'ensemble des activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Le processus céramique se synthétise en 3 étapes successives. Une élaboration de la matière première, une formation, une transformation, que l'on peut opposer à la fabrication du verre qui engage un processus de matière, transformation par fusion, puis sa formation, le coulage. Les modifications de procédure, l'ensemble des règles qui définissent la manière spécifique d'effectuer un processus, du comment faire, les innovations technologiques dans l'élaboration de la matière première, l'apparition d'outils, l'évolution des modes de cuisson s'inscrit dans ce workflow constant. En nous inscrivant dans ce processus, notre projet vise à produire une céramique parlante, pas dans le sens d'une céramique support de communication, mais elle-même communication, façonnée par l'information. Notre projet cherche à définir d'une manière
une manière de formation capable d'élaborer des données, capable d'absorber des données extérieures, capturer, les crypter, les encapsuler, les reproduire. Notre projet focalise sur le façonnage, la mise en forme, l'acte de faire, comme le moment où cette information s'écrit dans l'objet. La vidéo que nous avons projetée en ouverture montre comment le geste produit la forme, comment la pression véhicule l'intention du potier, et on voit dans la répétition de l'élève comment cette information est fondamentale. Notre plateforme, l'ensemble des outils machines que nous mettons en relation, s'organise autour de la modélisation. La modélisation est la conception d'un modèle 3D issu de génération paramétrique alimentée par l'information captée ou elle-même générée. Cette modélisation sera calée par des vérifications in situ, lesquelles passent par la paramétrisation et le calibrage des modèles utilisés. Dans le projet céramique, la modélisation orientée vers la génération paramétrique est à la fois représentation et moteur des machines. Dans cette image, qui n'a rien à voir avec la céramique, c'est de l'ambre. Dans cette ambre est fossilisé des mouches. C'est à la fois un objet et un support d'étude. On peut, à partir de là, remonter sur l'ADN des insectes, que ce soit des moustiques, des abeilles de l'époque. Et en fait, c'est un peu cet aller-retour que l'on cherche dans la céramique. À la fois inscrire dedans des données qui seront une fois la céramique faite, deviendront objets de communication. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ce type de modèle, encore loin de l'architecture, on peut dire, mais qui aborde la spatialité, cherche la matière, enfin, ou est confronté avec la matière, et puis et surtout la matière enfin, de fabrication pas biologique dans ces cas, mais la matière enfin, ou la fabrication industrielle ou synthétique. Donc là, avec le même modèle, enfin à peu près le même modèle qu'on avait ici, on commence à avoir un plan élévation, enfin transversale et coupe longitudinale, avec des parties qui commencent d'être confrontées avec le type de matière qui peut par la suite être fabriquée par les imprimantes, enfin, pour faire la maquette, fabriquée par les imprimantes qui fait ou qui cherche une échelle architecturale. Et donc là, cette maquette, j'ai pris cette maquette de Blender. Et puis là, on commence à voir, dès que c'est confronté avec des calculs de fabrication, enfin, et là, c'est la fabrication additive, c'est-à-dire on ajoute la matière pour progressivement créer ou faire émerger la forme contre un processus soustractif où on enlève la forme, qu'on fait des sculpteurs. Et puis, donc, enfin, actuellement, cette forme est en train d'être fabriquée dans notre atelier. Ça va prendre 36 heures, mais elle va sortir et on l'envoie et vous pouvez le mettre dans la galerie en haut.
Ça, c'est le travail d'un artiste, Shane Hope, qui travaille avec... qui travaille à partir de l'imprimante 3D. Et pour finir, Hicham Berada, qui travaille sur les paysages synthétiques produits par des précipitations chimiques. Alors, pour finir, au fond, je voudrais en revenir aux questions de métamorphose, parce que il me semble que notre projet aborde les questions de la métamorphose, de l'objet, la métamorphose de passage du virtuel au réel. Il y a aussi Bradley et moi, comme architectes, qui sommes en cours de métamorphose, si ce n'est déjà métamorphosé. Et notre pratique quotidienne entre en tant que personne, entre le monde concret, le monde virtuel et Facebook, etc. Voilà. Contrairement à ce que pensait Jean-Mathieu, je pense qu'au bout d'une heure, les choses sont devenues encore moins claires. C'est pour ça que peut-être que l'idée du workshop aurait été bien à conserver, parce que je trouve un workshop sur 4 jours permet, par rapport à une idée de monstration, de tester les machines, de produire des données, et je trouve, en manipulant les machines, les choses apparaissent plus clairement. C'est-à-dire qu'on va capter, vous serez intéressé vous êtes musicien, vous captez le son et vous commencez à passer du son à l'objet. Nous sommes architectes, donc on s'intéresse à scanner notre grand-mère. Et voilà, donc tout ça a été bien trop compliqué. Merci. Merci. Si les gens n'ont pas exactement tout très bien compris, il y aurait peut-être besoin de quelques éclaircissements, vous avez posé des questions. Enfin, moi j'ai une question peut-être simplement pour les élèves, parce que je ne connais pas l'école de Strasbourg. Est-ce que vous travaillez avec la fabrication, les imprimantes 3D? C'était oui, non? Oui. Ah oui, d'accord. Ils ont un module optionnel en master 1 qui s'appelle modélisation de fabrication. Ils travaillent avec des machines à commande numérique, fraiseuses, ah oui, d'accord. Découpe carton. Et ça s'intègre dans les projets Ça, oui, super intégré dans les projets. Il y a même un prof maintenant qui travaille directement en atelier avec Grasshopper. Super. Oh, toi, tais-toi. On va pas vous lâcher tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui m'ont fait penser sur la première vidéo un peu à ce que c'est de faire Moldoy avec la machine enregistrant un modulateur. Vraiment, peut-être l'image, je connais ça, mais à toute époque où il y a des innovations, on synthétise ça sous une forme artistique, mais les images sont magnifiques, mais d'ailleurs aussi, c'est la seule raison pour laquelle vous les faites. Il semble que vous êtes un peu à la recherche c'est pas une machine à projet, mais bon, on a débattu aujourd'hui, moi en enseignant du projet, sur la question du dessin et de ces logiciels qui génèrent des choses toutes seules, parce que quasiment une code qui sort, s'ouvre à des plans. Le problème que ça peut poser pédagogiquement par rapport au fait que de vérifier ce que produit la machine, un peu comme un traducteur Google, il faut quand même vérifier ce qui en ressort, on ne peut pas le lâcher comme ça. Bon, j'en ai pas peur de ce que vous êtes en train de montrer, mais en même temps, c'est un peu presque. On peut imaginer dans 50 ans que un architecte humain, c'est-à-dire parce qu'il y aura un logiciel. On va un peu vers une espèce de projeteur. Moi, j'ai pas d'iPhone 4, moi, j'ai un truc à 20 €, je ne sais pas les noms.
Ouais, c'est le projeteur computationnel, là. Moi, j'ai deux réponses à ça. D'abord, enfin, oui, non. Non, ce que je veux dire, c'est que, enfin, moi, je crois depuis, on peut dire presque pas mal de temps, enfin, un bon 10 ans, que l'on apprend aux architectes et aux artistes comment écrire, enfin, pas des programmes, mais des scripts, des codes pour pouvoir accéder plus profondément à ces outils, justement pour prendre en main ces réseaux, ces générations qui sont construites. La réponse peut-être un peu plus horrible, c'est que je crois une responsabilité qu'on a dans tout ça, c'est aussi, et on n'en avait pas parlé parce que déjà on a parlé de trop de choses, mais qu'il y a des façons de créer des processus décisionnels dans tout ça, ou d'évaluation. C'est vrai, on n'avait pas montré, mais on crée une grille de possibilités qui transforme ou qui montre les métamorphoses d'un objet de point A à point B en passant par, logiquement par un graphe. Et puis, comment on décide laquelle est la bonne solution appliquée à ces problèmes. Et puis, il y a une partie qui dit, bah oui, on peut justement, c'est notre responsabilité de pouvoir créer ces outils décisionnels, pas qui va pas forcément trancher pour nous, mais qui au moins va rendre la réponse plus évidente. Et je ne sais pas si c'est encore de plonger encore dans une boîte noire où on ne s'en sort jamais, ou simplement, je reviens à la première réponse, de nous mieux entraîner et mieux sensibiliser à cette démarche. Parce que quelque chose qui est sûr, c'est que l'impression 3D arrive et qui va de plus en plus dominer les économies d'industrialisation pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, je crois, c'est parce que ça favorise la variété et puis la valeur de l'objet, ironiquement. C'est pas comme des Chinois qui va produire 1 million, 10 millions d'exemplaires de le même objet. Mais avec ces processus, on peut justement créer des surfaces ou des objets, des vases, des choses en série limitée avec une certaine économie de matière et intellectuelle qui m'amène à plutôt maîtriser ces processus internes de ces machines, ou de ces logiciels, et puis les processus de computation qui les rend possibles. Moi, je voudrais rajouter, mais bon, ça ne répond pas tellement à tes inquiétudes, mais au fond, on commence la conférence en montrant un potier qui a un geste parfait, et ça fait 100 ans que la poterie est obsolète, ou 200 ans. Tu vois. Il y a toujours un mec capable de faire des poteries. Et au fond, moi, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, ce qui m'attire là, c'est par rapport à une pratique d'architecte qui est tellement, tu vois, où il y a cette coupure entre la partie de conception jusqu'à ta transmission. Puis après, je sais pas comment dire, tu passes ton dessin, et puis là, il y a une coupure nette. J'aime dans les mondes virtuels cette idée que ce que tu fais est la chose. Sur quoi on essaye de travailler, c'est au fond quand le diagramme il devient la machine. Et c'est tous ces ponts-là qui, je me rends bien compte qu'on s'éloigne de la réalité, mais au fond, on va explorer là sans se poser ce genre de questions. Et si un jour peut-être tu me demandes de faire ton garage, je reviens avec un background différent. Et je ferai quand même ton garage. Si tu veux. Je crois que dans cette démarche, ce qui est un frein pour l'architecte, pour la conception,
c'est l'interface. Et je crois beaucoup à l'utilisation d'interfaces de type immersive. L'architecte pourrait, de façon simple, intervenir dans l'espace, définir un cadrage par rapport à un environnement, tenir compte des apports solaires directement, faire un bilan thermique en temps réel, etc. Ouais, moi je pense que tous les artistes, enfin les artistes le font quoi. Les artistes prennent l'espace, les artistes prennent les Kinect et travaillent sur l'espace. Et bah, ça me paraît une porte d'entrée pour les architectes avec leur champ quoi. Avec Jamil, un architecte qui utilise depuis 50 ans, tout à fait, 30 ans, une souris. La souris n'a pas évolué depuis qu'elle existe depuis 50 ans, n'a pas évolué. Comment ça disparaît? Donc ça, c'est du court terme, peut-être. On a supprimé le clavier, on a supprimé la souris. C'est peut-être du court terme, parce que tout à l'heure, dans la réponse de Barclay, on pouvait presque imaginer, et après tout peut le faire, parce que moi, dans 50 ans, c'est pas l'architecte qui se mais c'est que toute personne qui peut disposer de ce logiciel peut, par rapport à ses propres intuitions et sa propre sensibilité, avoir à disposition un instrument de fabrication de son espace, parce que Louis Cambradec a parlé du fait qu'on peut produire en petite série, voire même en pièces uniques. Chacun peut produire son environnement en pièces uniques, parce que la machine pourrait intégrer le soleil, toutes ces choses un peu complexes qu'on est obligé d'apprendre nous. Aujourd'hui, ça pourrait être purement applicable. Et ensuite, il y a juste à avoir un désir spatial, un désir fonctionnel, et paf, le machin qui font l'objet. Bah, je sais pas, tout le monde a ça depuis toujours, et ça n'a pas fait que les gens font de l'architecture. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'architecture, c'est une obsession. C'est une obsession, et tu travailles, et tu as des allers-retours. Je crois que c'est pas les outils qui permettent de comprendre le passage du soleil vont te faire aller beaucoup plus loin, mais par rapport à tes obsessions. Je ne crois pas que si tu as jamais réfléchi l'espace, eh ben, oui, tu peux plaquer des choses, mais il y a quand même des tas de choses qui sont fabriquées sur notre planète et qui ne sont pas de l'architecture, qui sont de la construction, de toute façon.